Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jennifer Dumoulin. Je suis la présidente de l'Association des étudiants diplômés de la département de communication. Bienvenue aux conférences en communication. Good evening, everyone. My name is Jennifer Dumoulin, and I am the president of the Communications Graduate Students Association. Welcome to the Communications Lecture Series. Je vais passer le microphone à Valérie Narteau, qui sera notre modératrice ce soir. I will be passing the microphone over right away to Valérie Narteau, who will be our moderator this evening. Merci beaucoup, Jennifer. Thank you very much. For those of you that don't know me, I am a part-time professor here in the Department of Communications at the University of Ottawa. It's great to be here, especially with two so accomplished women that are going to be speaking this evening. Professor Martine Lagacé, who many, I think, of you know through the department. You may not know that Martine did her undergraduate degree at the university. In fact, she did 2 undergraduate degrees at the University of Ottawa, as well as her PhD in psychology. So for those of you that are here, maybe as undergraduate students, great role models here this evening. For you to get to know a little bit more. Elizabeth Dubois, Professor Dubois, of course, also did her undergraduate degree here at the University of Ottawa in communications, did a Master of Science degree and a PhD at Oxford University. So for those of you that might be interested in studying overseas, great contacts for you here this evening. I have to disclose as well that Martine and I go back a long, long way. When we first worked together at the Department of Foreign Affairs and International Trade. So really interested, Elizabeth, in hearing, what you have to say in terms of how political information flows, having worked on the ground, as it were, for almost 2 decades. And Martine aussi, vulnérabilité en temps de pandémie, very, very timely, of course. On va commencer avec Professeur Dubois. As Jennifer mentioned, we will start our Qu'est-ce qu'il y a? People are waving at me. C'était l'inverse, mais c'est pas grave du tout. Okay, on va commencer avec Martine Lagacé, Professor Lagacé, and then we will move over to Professor Dubois. If you have questions, if you could hold them until the end, that would be great. I'm sure you'll have a lot, and please use this time. It's so wonderful to have such a wealth of, experience and expertise here with us this evening. So, Professor Lagacé, c'est à vous. Merci beaucoup, Valérie. C'est un plaisir de vous revoir. Effectivement, on a travaillé très longtemps ensemble au ministère des Affaires étrangères. Je voudrais d'abord remercier le département de communication, particulièrement mes collègues Meredith Rocky et Isaac Naon-Serfati, qui, je pense, sont les forces derrière ces grandes conférences pour la série conférences en communication. Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous revoir, plusieurs d'entre vous. Ma présentation, donc, ce soir, va porter sur comment on a parlé de tout le phénomène du vieillissement, de tout le phénomène des personnes âgées durant la pandémie. Et la question qu'on va se poser, on a beaucoup entendu parler que la pandémie, finalement, a été comme une espèce de loupe grossissante sur différents stéréotypes qu'on entretient. Et là, je vais me centrer ce soir sur comment on a représenté le vieillissement, comment on a représenté les personnes âgées durant la pandémie. Et la question sous-jacente, c'est est-ce que le discours qu'on a entendu sur le vieillissement a finalement amplifié des stéréotypes âgistes? Est-ce qu'en temps de crise globale comme celle que l'on vit encore actuellement de la COVID-19, est-ce que ça ne sert pas de plateforme pour amplifier et exacerber des préjugés, des biais, des stéréotypes? Et à la lumière des résultats qu'on a obtenus dans l'étude, la réponse est beaucoup plus du côté du oui que du côté du non. I'd like to mention, I'm going to do the presentation in French simply because the whole study was a qualitative content analysis of Francophone media. Actually, it's part of a larger study. It's been conducted on the Canadian Francophone French newspaper, but I'd be happy to discuss in either French or English at the end of the presentations. Donc, je vais faire un share screen tout de suite. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? Oui, c'est bon. Je vais essayer de la mettre en... OK, there you go.
Le titre de ma présentation, c'est la question de la thématique de la vulnérabilité en temps de pandémie. En fait, c'est une thématique qui est ressortie de l'analyse qualitative qu'on a fait des médias, portant donc sur le discours médiatique sur les aînés pendant la COVID, pendant la première vague de la COVID-19. Je tiens à souligner, vous voyez les noms de Pascale Dangoisse ici, qui est une de nos doctorantes au département de communication, ainsi qu'Amélie Doucet de l'Université du Québec à Montréal, qui est les doctorantes du côté du programme de psychologie à Montréal. C'était très important pour moi de mettre leur nom parce que ce sont des co-chercheurs, ce sont des co-auteurs. C'est elles d'ailleurs qui ont piloté surtout l'analyse qualitative des médias, notamment via NVivo. Alors, elles sont ici et je les en remercie d'avoir donc piloté cette étude. Donc, les objectifs, comme je le mentionnais tantôt, on a tenté de circonscrire les représentations et le discours des médias sur les personnes aînées durant la première vague de la COVID-19. Et donc, on s'est demandé si pendant cette grande crise sanitaire, est-ce que la façon dont parlaient les médias des personnes âgées et du vieillissement, est-ce que quelque part, elles n'ont pas été, ces discours-là n'ont pas été un véhicule ou un amplificateur des stéréotypes agistes? On sait qu'avant, avant la pandémie, la question des stéréotypes sur le vieillissement était déjà bien documentée. Donc, avant la pandémie, il y avait des problèmes au niveau de la représentation sociale sur le vieillissement et la vieillesse. Par exemple, on parle souvent des personnes âgées comme un groupe homogène. On parle souvent des 60 ans et plus ou encore des 65 ans et plus. Et utiliser une référence aussi, comment dire, homogène, justement, d'un groupe sociétal, sous-tend qu'ils se ressemblent tous, ils ont les mêmes caractéristiques, ils ont les mêmes traits, alors qu'on sait justement que les personnes âgées sont un groupe qui sont très hétérogènes au niveau à la fois de leurs traits de personnalité, de leurs conditions de santé, etc., etc. Donc, en faisant une représentation sociale homogène d'un groupe sur la base chronologique de leur âge, déjà, il y a une représentation sociale qui est un peu biaisée, qui est un peu erronée. On sait aussi qu'avant la pandémie, la façon de parler du vieillissement et des personnes âgées s'appuie souvent sur des notions de fragilité, la notion de frailty en anglais. Souvent, on met l'accent sur la notion de dépendance versus l'autonomie, aussi sur les questions de vulnérabilité et plein d'autres stéréotypes qui ont été largement documentés. Par exemple, la désuétude, la lenteur, un des stéréotypes qui est encore très véhiculé autour des personnes âgées, c'est par exemple leur pseudo-incapacité à s'adapter aux nouvelles technologies et les travailleurs âgés en font souvent les frais. Pré-pandémie aussi, on sait que le discours public est souvent très orienté quand on parle du vieillissement, que ce soit dans le cadre du recensement canadien, que ce soit dans le cadre des recherches, notamment du côté des sciences économiques. C'est très orienté vers les défis, voire même les problèmes posés par le vieillissement de la population. On parle souvent d'une aging population comme un fardeau économique, comme le risque que ça draine des ressources du côté des employeurs, le système de soins de santé, etc., etc. Donc, avant la pandémie, on avait déjà bien documenté des discours médiatiques qui étaient beaucoup plus orientés, beaucoup plus vers des représentations négatives que positives de la vieillesse. Et je veux juste, avant de vous montrer le modèle, vous rappeler que nous, on s'est demandé finalement, est-ce que la crise a amplifié ces représentations négatives, la façon dont les médias ont parlé des personnes aînées du vieillissement, et est-ce que ça comment dire, accentue la problématique de l'agisme? Pour celles et ceux peut-être qui ne savent pas ce qu'est l'agisme, c'est une forme de stéréotypisation et de discrimination qui s'appuie sur le critère social de l'âge d'une personne, qui peut viser tout autant les jeunes personnes que les personnes plus âgées, mais l'étude ici se centre sur l'agisme qui est dirigé vers les personnes âgées à proprement parler, compte tenu que la crise a eu beaucoup d'effets directs et collatéraux sur les personnes aînées comme telles. Et il y a toutes sortes de formes d'agisme aussi. Il y a ce qu'on appelle l'agisme hostile, qui est très manifeste. Par exemple, de dire que les personnes âgées vivent constamment dans le passé,
c'est une forme explicite et très hostile d'agisme. De dire que le vieillissement de la population est une menace pour la santé économique d'un pays, c'est aussi une forme hostile d'agisme. Mais vous avez des formes d'agisme qui sont plus nuancées, qui sont plus subtiles, comme par exemple ce qu'on appelle l'agisme compassionnel, compassionate ageism, où par exemple, on va penser la personne aînée comme ayant peu de capacité, de pouvoir d'agir, de pouvoir de décider par elle-même. On la voit de manière très, très vulnérable. Et donc, finalement, on fait preuve de tellement de compassion qu'on prend pour elle des décisions. Elle n'est plus finalement maître de sa vie. L'intention n'est peut-être pas mauvaise de départ, mais le résultat fait en sorte que la personne âgée perd son pouvoir, son sentiment de contrôle. Et compassionate ageism a été beaucoup, beaucoup documenté dans un contexte de soins de santé. Donc, on a bien démontré que par inadvertance ou involontairement, parfois les gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, les professionnels de la santé, ont tendance justement à agir différemment avec une personne âgée, à faire preuve d'agisme compassionnel en se disant que la personne âgée ne comprend pas, elle a des problèmes cognitifs, elle est justement moins capable de se prendre en charge et de rester maître de sa vie. Et parmi les autres formes d'agisme aussi, vous avez ce qu'on appelle l'agisme intergénérationnel, qui sous-tend une comparaison entre les générations plus jeunes et les générations plus âgées. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces comparaisons intergénérationnelles-là, on les a fait beaucoup implicitement durant la crise, en parlant, par exemple, du sacrifice qu'une société doit faire pour justement sauver la vie des personnes âgées. Donc, il y a une comparaison intergénérationnelle qu'on fait ici. Dernière forme d'agisme que je voudrais souligner, c'est ce qu'on appelle l'agisme intragénérationnel. Et là, c'est entre les personnes âgées elles-mêmes. Il y a parfois des expressions d'agisme. Et on l'a vu un peu dans l'étude quand on va vous présenter les résultats. On a vu que pendant la crise, il y a des aînés qui ont pris la parole, justement pour dire, ben moi, je suis en santé, j'ai ma place dans la société, mais qui, en prenant la parole, se distançaient des aînés très âgés et plus malades dans les centres de soins de longue durée. Alors, le fait qu'il y a ce besoin de se distancer entre aînés en santé et aînés moins en santé sous-tend une forme de biais agiste intragénérationnel. Donc, cette étude-là n'est pas partie de rien. Il n'y a aucune recherche qui part en solo. Là. Elle est partie dans la continuité d'études que nous avions menées, mes collègues et moi, auparavant. C'est une étude qui date quand même, mais qu'on a menée en 2010. Et je m'en suis servi aujourd'hui simplement pour vous montrer que les discours publics contiennent sur différents thèmes. Là, ici, on s'intéresse à la question du vieillissement. Mais comment on parle de quelque chose, comment on parle de la santé dans le discours public, comment on parle du vieillissement dans le discours public, comment on parle de la culture dans le discours public, finit par être intériorisé chez les individus. Ça vient cadrer notre propre façon d'appréhender cette thématique-là. Donc ça, c'est un modèle qu'on a testé, qu'on a validé il y a 10 ans, bien sûr, mais qui démontre, par exemple, que la façon dont on parle des travailleurs âgés et dont on parle du vieillissement en milieu de travail, donc comment les médias en parlent, comment le gouvernement en parle, comment même la communauté de chercheurs en parle, finit par influencer la façon dont le travailleur âgé lui-même perçoit sa propre expérience de travail et sa propre expérience peut-être d'être la cible d'agisme comme tel. Et donc, l'espèce de cercle bleu à gauche vient montrer l'influence du macro. Et tout ce qui est à droite, c'est l'influence sur le micro, finalement. C'est comment tout ce qu'on entend autour de nous finit souvent par être intériorisé. Je vous dis ça parce que ça a été un petit peu le moteur, en tout cas dans mon esprit à moi, de cette étude-là. On a voulu comprendre comment on a parlé des personnes âgées et du vieillissement durant la pandémie. Et une prochaine étape serait certainement de voir comment ça a été reçu, cette façon de parler du vieillissement, par les personnes âgées elles-mêmes. Et d'ailleurs, c'est une étape qu'on veut entreprendre, c'est-à-dire d'aller faire des focus group avec les personnes âgées elles-mêmes dans les prochains mois et voir comment elles ont reçu le discours des médias à leur égard. Donc, le contexte de l'étude, encore une fois, ce sont les questions qui nous ont guidés. La question, la pandémie a-t-elle amplifié le malaise sociétal face au vieillissement? Est-ce que ça a amplifié l'agisme à l'égard des personnes âgées?
On sait, je le répète un peu, là, il y a eu de multiples références à la vulnérabilité des personnes âgées. Quand on écoutait les points de presse, par exemple, de M. Legault et de M. Ford, le mot vulnérabilité ressortait énormément durant ces press briefings. Et on pourrait dire, mais comment dire, parler des personnes comme étant vulnérables, ce n'est pas nécessairement une forme d'agisme, sauf que quand les médias mettent constamment l'accent sur la vulnérabilité des personnes âgées, on les positionne comme groupe qui devient un groupe vulnérable en soi et qui n'est pas capable finalement de prendre part à la lutte contre l'agisme. Et c'est parmi les résultats qu'on a trouvés que je vais vous présenter dans quelques minutes. On a beaucoup parlé de mesures de protection, notamment du côté du gouvernement Legault. On a parlé de mesures il fallait protéger les personnes âgées de 70 ans et plus. Donc, encore une fois, en visant le 70 ans et plus, on vient créer une espèce d'image homogène de toutes les personnes âgées. Donc, 70 ans et plus veut dire que 72 ans, c'est la même personne qu'une personne de 92 ans, alors qu'il y a énormément d'hétérogénéité. Donc, quel a été le rôle des médias dans ce contexte? C'est la question qui nous a guidés. Donc, on fait encore une étude parce que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un petit, vraiment un petit sous-groupe de résultats. Amélie et Pascal sont encore en train de finaliser l'analyse de la grande base de données d'articles. Mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats de cette petite analyse préliminaire de 82 articles qui ont été codé-analysés. Donc, la grande étude, c'est une analyse quantitative et qualitative des médias canadiens écrits, faut-il le rappeler, sauf pour la partie CBC anglophone. Donc, on s'est orienté sur la presse, Le Devoir, Globe and Mail, Montreal Gazette et CBC. Donc, on parle ici de médias traditionnels et on a ciblé vraiment la toute première vague de confinement. Donc, on a parti du 30 décembre parce que déjà, on commençait à entendre les problèmes dans d'autres pays. On savait qu'il y avait quelque chose qui arrivait bientôt, jusqu'au 31 mai 2020, qu'on peut considérer qui est quasiment la fin de la première vague. On s'est ciblé surtout, non pas sur les nouvelles reportages, mais sur des types d'articles portant sur des commentaires, des éditoriaux, des opinions, des débats. Et je vous inscris ici les différents mots-clés qu'on a utilisés qui nous ont servi de critères d'inclusion. Donc, la grande base de données comprend 573 articles francophones, mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une petite analyse préliminaire qu'on a terminée récemment, portant sur 82 articles, dont 39 dans la presse et 43 dans le Devoir. Et on va essayer de voir quel genre de pattern se dessine à travers ces 82 articles. Comment sont positionnées les personnes âgées. Donc, la grille de codage qu'on a construite était axée sur ces 4 éléments-là, si on veut. Comment est-ce que le vieillissement est-il décrit? Est-ce que c'est plus en termes de déclin, de perte, de décrépitude même, ou en termes plus neutres, ou en termes plus positifs? Quels sont les principaux termes associés aux aînés dans ces articles médiatiques? Est-ce qu'on donne la parole aux aînés? Et ça, ne pas donner la parole aux aînés, c'est-à-dire qui parle dans ces articles-là? Est-ce qu'on s'adresse directement aux aînés? Est-ce qu'on leur donne la parole via des entrevues? Est-ce qu'il y a des textes qui sont signés par les aînés? Tout ça témoigne de si, par exemple, il y a peu de prise de parole par les aînés et peu de temps de parole de donner aux aînés, ça témoigne encore une fois d'une forme de préjugé parce que ça sous-tend une forme d'exclusion. Et comment les aînés sont positionnés dans le contexte de la COVID-19? Est-ce qu'ils sont positionnés seulement comme des personnes vulnérables? Et si oui, ben, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas prendre part à aucune forme de résilience collective. Et ça vient même justifier une sorte de discours qui dit, ben, finalement, on paye un prix au niveau de la santé économique parce qu'on doit protéger une partie de la population qui, elle, est vulnérable. Donc, les résultats, je ne sais pas combien de temps il me reste, Jennifer, j'essaie de m'assurer. Je vois ton pouce en l'air, merci. Première tranche de résultats au niveau de comment on décrit le vieillissement comme processus. Je l'ai mis ici en gras parce qu'essentiellement, on le décrit surtout en termes de ce qu'on perd en vieillissant, un processus de déclin. En fait, je vois qu'il y a une petite erreur. Là. On avait le choix. Le codage était déclin. Oui, non. Le codage était déclin ou croissance ou déclin, croissance ou encore décroissance. Je m'excuse pour la petite erreur. Là.
Mais ce qui est important, c'est que le codage montre que le vieillissement est perçu dans la majorité des articles que nous avons analysés comme un processus de déclin, comme une faiblesse dans la majorité des cas. Donc, dans 36 articles où le vieillissement était décrit comme tel, c'était surtout décrit comme un processus de déclin, où il y a peu d'occasions de croissance, il y a peu d'occasions de développement. Seulement 2 articles ont référé à un portrait du vieillissement qui soit plus neutre, à la fois dans ses gains comme dans ses pertes, et un seul article a parlé de vieillissement comme quelque chose qui soit relativement positif. Et je reviens à mes énoncés de départ. N'oubliez pas qu'on est exposé à ça quotidiennement. Le discours public, on le sait, on est en communication, a un impact sur la façon dont nous, on va se représenter notre propre vieillissement. Donc, si l'accent est constamment mis dans les médias sur les éléments négatifs du vieillissement, c'est pas étonnant, et là, c'est peut-être une autre voie de réflexion, c'est pas étonnant que dans le contexte de l'Amérique du Nord, un des plus grands éléments source d'anxiété chez les gens, c'est de ne pas vouloir vieillir, à la fois chez les jeunes, à la fois chez les adultes et même à la fois chez les aînés. Mais on peut faire l'hypothèse que ce à quoi on est exposé dans le discours public est peut-être en partie la résultante de ça. Je vous donne un exemple d'extrait qui témoigne justement de cette façon de voir le vieillissement comme plutôt négatif que positif. La première citation, en fait, la personne s'inscrit en porte-à-faux contre cette manière de voir le vieillissement, plutôt agiste et plutôt négative que positive. Et donc, avec tout ce qu'ils voient chaque jour dans les médias, c'est comme si on leur montrait ce qui les attend dans le futur. Personne n'aime ça. Derrière l'agisme, il y a sa propre peur de la mort. En voyant une personne âgée, les plus jeunes veulent de façon inconsciente chasser cette mortelle frayeur. Et la citation, donc, vient dénoncer cette façon plutôt négative que positive de parler du vieillissement. Un autre exemple, un extrait d'un article du Devoir. À l'évidence, certains résidents de CHSLD emportés par le coronavirus seraient décédés ce printemps, pandémie ou pas. Et là, cette citation vient montrer le fait d'axer un discours beaucoup sur les soins de longue durée et beaucoup sur les personnes âgées qui sont effectivement plus vulnérables dans ces lieux-là, et de dire que de toute façon, qu'il y ait eu une pandémie ou non, ces gens-là seraient décédés, témoigne encore une fois du peu d'importance à la fois qu'on accorde aux adultes âgés et aussi d'un accent qui est mis vraiment sur les soins de longue durée et qui ne reflète pas l'hétérogénéité du vieillissement. Quand on regarde la fréquence des termes qui sont associés aux personnes âgées, je pense que je n'ai pas besoin d'aller dans le tableau en détail, mais si vous regardez peut-être les 3 premiers éléments, la question de la vulnérabilité, de personnes qui sont à risque et de personnes qui sont seules et qui sont isolées, et ensuite la question du décès, donc 53%, 33, 25, 25, on voit encore une fois qu'on vient cadrer les aînés et le vieillissement, surtout en termes négatifs. Et surtout en termes de la vulnérabilité, je pense que c'était malheureusement le mot-clé qui est revenu beaucoup dans cette analyse médiatique et qui témoigne encore une fois du fait qu'on a décidé de mettre l'accent sur un aspect du vieillissement et seulement un aspect. Vous voyez que les termes un petit peu plus positifs, la façon de portraitiser ou de dépeindre le vieillissement et les personnes âgées arrivent assez loin. C'est intéressant de voir que toute la question de la résilience arrive en très bas dans la liste. Toute la question de la santé, de l'activité arrive aussi assez bas dans la liste. Mais que en termes de fréquence, là, les éléments de vulnérabilité, d'à risque et de seul arrivent en tête de palmarès. Autres exemples de citations qui témoignent justement du fait que les médias ont mis beaucoup l'accent sur la vulnérabilité, beaucoup l'accent sur les personnes âgées qui sont à risque, et beaucoup l'accent sur les pertes par rapport au vieillissement. Beaucoup d'articles, par exemple, notamment dans la presse québécoise, Le Devoir et la presse, ont mis l'accent sur les personnes âgées qui ont des problèmes cognitifs. Et déjà, la première citation, ça témoigne un peu de pratiquement une forme de non-respect par rapport aux personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. On a beaucoup de clients qui ont des troubles cognitifs et ils ne sont même pas en mesure de comprendre réellement nos questions. La deuxième citation aussi, qui vient de la presse francophone, une grande majorité sont un peu confus, ne se souviennent pas vraiment ce qu'ils ont pris pour déjeuner.
Alors, imaginez quand on leur demande des questions par rapport à la COVID. Encore une fois, on a mis l'accent sur le déclin, sur ce que les personnes risquent de perdre en vieillissant, sur les éléments plus négatifs que positifs du vieillissement. Je vais passer ici sur la deuxième question qui nous interpellait, c'est qui signe les articles? Est-ce que les aînés prennent la parole? Est-ce qu'on donne l'espace aux aînés pour prendre la parole? Et j'attire tout de suite votre attention au bas de la diapositive. Au total, sur 82 articles, il y a seulement 12 articles qui ont fait des entrevues ou qui ont donné la place à un témoignage d'une personne âgée. Et ça, c'est très caractéristique de l'agisme. On parle pour les aînés. On parle à leur place, alors que la COVID-19, là, ceux qui ont été parmi les premières victimes et les premiers concernés, là, je parle de maladies comme telles, c'est les aînés, mais on leur a très peu donné de temps et d'espace dans les médias, ce qui témoigne encore une fois d'une forme peut-être d'agisme compassionnel. On parle en leur nom, sous la croyance stéréotypée qu'ils sont incapables de le faire eux-mêmes ou de s'exprimer. Donc, en termes de signature des articles, ce n'est pas étonnant que la plupart des articles aient été signés par les chroniqueuses ou les chroniqueurs, les journalistes comme tels. Les citoyens ici, c'était les citoyens qui n'avaient pas indiqué d'âge. Donc, 15 articles sur 82 où les citoyens ont pris la parole. Et vous n'avez pas de citoyens jeunes qui ont... Et là, on est toujours dans la question de la perception des adultes aînés du vieillissement. On n'a pas, sur les 82, ciblé d'articles qui ont été signés par un jeune citoyen. 7 articles ont été signés par des citoyens âgés comme tels. Et ça, je voudrais m'arrêter là-dessus parce qu'il y a un phénomène intéressant qu'on a vu pendant la COVID-19, c'est qu'on a vu un début de mouvement de personnes âgées prendre la parole dans les médias, ce qui est un peu encourageant quelque part parce que les aînés écrivent très rarement des articles dans les médias. Et ces articles-là étaient surtout ciblés à dénoncer l'agisme. Autant la crise a pu, je dirais, renforcer les stéréotypes agistes, autant d'un autre côté, on a eu un mouvement qui est en train de s'élever pour lutter contre l'agisme. Je fais une petite parenthèse. Moi, j'ai fait mon doctorat il y a très, très longtemps sur la question de l'agisme. Et à l'époque, personne ne parlait d'agisme. Même le mot était quasiment inconnu. Et pas plus tard que la semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU ont présenté un premier rapport global sur l'agisme. Alors, quand l'ONU et l'OMS vraiment décident de mettre l'agisme sur le radar des discriminations, ça veut dire qu'on est passé à une autre vitesse, naturellement. Et je pense que la crise a un peu servi de tremplin par rapport à ça. 5 articles signés par des chercheurs ou des groupes de chercheurs. Vous avez peut-être vu dans la presse, je ne sais pas, des gériatres qui ont parlé, des médecins qui ont parlé sur la situation, notamment des centres de soins de longue durée. Donc, c'est surtout de cet ordre-là, des articles qu'on a trouvés. Donc, ce qu'on peut retenir de ces résultats, c'est que la presse a donné peu de temps de parole aux aînés, mais quand même, la contrepartie, c'est qu'on a vu quand même certains citoyens âgés prendre la parole justement pour s'élever contre le traitement qui est fait aux aînés. Ça, c'est un résultat qui est très intéressant parce qu'on s'est posé la question, est-ce que les aînés sont présentés dans les médias comme des gens pour qui l'on combat? Et là, on a été politically correct parce qu'au fond, ce qu'on voulait dire, c'est est-ce qu'ils sont présentés comme des personnes pour qui la société doit sacrifier son économie ou doit-on se sacrifier pour les plus vulnérables? On a entendu des choses, par exemple, du côté du gouvernement de l'Alberta à un moment donné qui sous-entendait que quelque part, à un moment donné, il fallait tous mourir. Alors, est-ce qu'on allait sacrifier tout l'ensemble de l'économie pour les personnes âgées? On a entendu des choses similaires du côté des États-Unis. Donc, on s'est posé la question, est-ce que les aînés dans les médias écrits canadiens sont positionnés comme des personnes pour qui les autres doivent mener un combat, comme des personnes qui font partie de la lutte contre le virus, donc peuvent participer collectivement à la lutte, donc ils participent à une forme de résilience collective, ou ils sont un peu situés entre les deux. Intéressant de noter, comme vous le voyez, que dans la majorité des cas, les médias présentaient les personnes aînées comme des victimes et pour lesquelles la société devait finalement faire un sacrifice, des gens pour qui on devait combattre.
très peu souvent, on les a présentés comme faisant partie de ceux qui luttaient contre le virus au même titre que vous, que moi, que les travailleurs, etc., etc. Alors, encore une fois, on les a positionnés dans un schème référentiel de vulnérabilité et ne placer les personnes aînées et le vieillissement que dans le schème de la vulnérabilité, ça ouvre la voie à des comportements agistes, notamment compassionnels, à des comportements de prise en charge par rapport aux aînés. Donc, je vais m'arrêter ici parce que je sais que le temps file et je vais laisser de la place à ma collègue Elisabeth. Et c'est pour discussion et j'ai mis des points d'interrogation partout parce que j'aimerais bien échanger avec les collègues aujourd'hui. Est-ce que la crise aura accentué les stéréotypes agistes, particulièrement à l'égard des aînés en contexte de soins de longue durée? Parce qu'on a beaucoup, et c'est intéressant parce que avant la crise, on parlait pas beaucoup des aînés dans les médias. Maintenant qu'il y a une crise et que ça touche particulièrement les soins de longue durée, là, les aînés sont devenus sur le radar des possibles discriminations. Est-ce que la crise a soulevé un risque de polarisation entre les générations? On a eu beaucoup de, vous avez probablement suivi sur les médias sociaux, beaucoup d'expressions comme par exemple le boomer remover, qui a été utilisé dans les premières semaines sur différentes plateformes de médias sociaux. Est-ce qu'on n'est pas en train de... La crise n'a pas créé une distance générationnelle où les aînés sont vus, on revient dans la façon de portraitiser les aînés comme un poids lourd à gérer et comme un coût pour une société. La bonne nouvelle, sans répondre à ces questions-là, c'est que, en tout cas moi, comme chercheur qui m'a réconfortée, c'est que cette crise-là aura au moins mis en lumière les enjeux d'agisme, à la fois dans la structure de soins comme dans le discours des médias. Vraiment, je pense que le mot agisme est apparu durant la première vague de la COVID-19. Donc, il y a une conscientisation qui s'est faite. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ce momentum du discours médiatique et de la façon dont on a cadré les aînés, le vieillissement, est-ce que ça va véritablement changer les choses post-pandémie? Vous savez qu'il y a plein de commissions d'enquête, notamment par rapport aux questions de soins de longue durée actuellement, mais est-ce qu'il y aura véritablement une prise de conscience qui aura été faite à la fois par les gouvernements, à la fois par les citoyens eux-mêmes? La question reste posée. Voilà. Merci beaucoup et j'ai hâte d'entendre vos questions. Thank you very much, Professor Lagacé. And again, at the end of the next presentation, we will have an opportunity to ask questions. I know there's a lot of interesting things to talk about. So over to you, Professor Dubois, how political information flows. All right, I will just get my screen sharing up here. Good to go. Everyone see that? Excellent. All right, so I am going to be talking a little bit about how political information flows and the role of influence, but first I'm going to introduce the lab that I have created called the Polycom Tech Lab, and I'm gonna finish off with a little plug for my podcast that I created called Wonks in War Rooms. So for the starting off, I just want to talk about this lab. So this lab actually started as my monthly reading group that I ran with all of the students that I supervised, whether that was an undergrad directed study, graduate MA, or PhD, or some postdoc students that I've been working with. In the Polycom Tech Lab, you can see our website here with a bunch of different projects that we have on the go. Some of them are directed by me, some of them are directed by students, but all of them have the same kind of themes in common of trying to investigate political communication with a tech perspective, understanding digital media. We created a few different resources, and I'm not gonna have time to go into them right now, but one of them is a pretty cool guide to how to find academic YouTube videos. So if you've got a chance, you might wanna head over to the lab and check that out. So one of the things that all of the people who work in this lab with me have in common is these kind of core set of overarching research questions, which are things like who controls political information, how are digital media used to share political information, and how might different political actors impact these processes of finding and sharing information. Beyond advancing knowledge and creating academic contributions, I also spend a lot of time focusing on knowledge mobilization.
And so I am often thinking a lot about how can we help journalists understand the media ecosystem? How can we support better development of policy? How can we increase digital and media literacy among the population? And these kinds of guiding questions help me make sure that the subjects I am studying, these political actors from politicians to journalists to activists to people in the general public, it helps me make sure they're benefiting from the research that I'm doing about them and with them. So here's a quick screen cap of some of the projects. I'm not gonna have a chance to talk about all of them, but what I'm gonna do today is start with the Digital Ecosystem Research Challenge project that I conducted last year and use that to spring out into what I am planning on as my kind of next big chunk of research, which is around this idea of algorithmic and personal influences and how they impact the flow of political information. So all of my research and much of the research of those in the lab is situated within an idea of a media system that is hybrid and high choice. And so hybridity comes from Chadwick's work, where he's talking of the new media. We mix the tools, we mix the tactics, we mix the logics, and that creates a hybrid system in which things like broadcast media, newspaper, radio, television, they're integrated into a media system that also has social media and search and instant messaging apps and all of those other kinds of tools. The high choice component of this really speaks to the fact that in our current media system, we have to make decisions constantly about which channels of communication to use, which sources via those channels to use, which ones we want to incorporate on a daily basis, which ones we want to incorporate only on an as needed basis. And we create new habits that are often quite complex in terms of having media diets. So this is what has kind of been the backbone to the Digital Ecosystem Research Challenge, where I worked with Taylor Owen, who's a professor at McGill University, to try and create a data set that we then shared with 18 different research teams to track and map the digital media ecosystem during the 2019 federal election. So that data set consisted of a bunch of content over about 5 months from Twitter, from Reddit, from Facebook, from Instagram. We had a multi-wave panel survey that we ran. We collected news articles from 10 different publications, and we collected things that political parties and candidates posted on their websites. So the idea behind this challenge was it can be very, very difficult to get access to particularly social media data because companies make it very expensive and it is often opaque and technically challenging to deal with. So we wanted to create this data set, provide the data scientists, and then provide some funding for analysis. So 18 teams could each look at different aspects of our digital media ecosystem and try and map it out with the view of trying to identify online harms and other potential problems with the way our media system is working in terms of its kind of connection to democratic integrity and civic engagement. One of the key things that came out of this report, or the larger project and the specific report that I've linked to in these slides, is that there's this real desire to focus on just the technology, to focus on what the digital media or the technology or the algorithms behind it. Really, algorithms became, a buzzword. People really care about the algorithms. They really care about AI and machine learning. And what we saw was we continually had this separation between all of these other ideas about how we personally engage with each other and with our media, about how news media constructs stories and ideas. And that was seen separately from the role of technology, right? We weren't thinking about the construction of political advertisements. We were thinking about the need for a political advertisement registry to be mandated so that Facebook had to create a technical space for it. And so what I want to be able to do now that we're past the election is start thinking about the larger life cycle of political information and try and understand how these various parts of our media ecosystem fit together to filter information. Because at the end of the day, humans need help
controlling information and filtering information. There's too much information for us to all deal with. And so we need the support from media, from friends and family, and from technology. So let's imagine a piece of information starts as something that a politician says at a press conference. Then there's an editor at some news organization that tells a journalist, go get that story, write something about it. I want it on the front page of the newspaper and on the front page of our website tomorrow morning. Perfect, great. They go, they get the scoop, the story gets posted. Somebody who cares a whole lot about politics and cares whether or not a politician said X or Y at the press conference, they head over to that website, they read the article, and maybe they decide it's really interesting and their friends and family should know about it too. They then send that information to people who are members of the wider public. So what I've just described is a version of information flow that takes into account some of the core media effects theories that I imagine many people on this call are used to hearing about. The idea of agenda setting, priming, framing, gatekeeping. These are things we think of as the production side of news creation, but they're also production sides that can be applied to other kinds of political information, right? Somebody creates a political meme, they decide what the framing of the issue is going to be, they decide which Facebook group to post it in or not. Then we have the media effects, indirect effects, often on the dissemination side, like the two-step flow hypothesis or the spiral of silence. These are ideas that rely on the community and the social relationships between people to explain how information flows from those who paid attention to it in the first place to the wider public. But when we add in something like shared on Facebook, rather than shared on that website of the newspaper or in the newspaper physically itself, we start potentially adding in a bunch more filters. There's a bunch more ways that our information might be controlled. And sometimes they're harder to understand. And most times academia has not agreed yet on what exactly that looks like. So we have things like filter bubbles that might show up and echo chambers. We have the possibility that people, maybe they're getting information from those opinion leaders still intentionally, like via a conversation. We're out for beers having a chat back when we could go to a pub and it'd be allowed. And that was intentional spread from the person who cares a lot to the person who's like, well, I trust you because you're in my social circle, to maybe like you follow them on Facebook. This opinion leader, you know, they have a really cute cat. And so you follow and like and share and click on and comment a bunch of their photos of their cat on their Facebook page. And then Facebook's like, oh, you really enjoy interacting with that person's content. Maybe I'll give you this news article they just posted too. And so in that way, you might inadvertently become exposed to political information. You didn't consent to that, it just showed up. So there's a variety of different things that potentially start happening in this system. And each of these different points I've pointed out are ones that have large bodies of literature already to try and understand how digital media are impacting the processes, right? But what we don't have is good communication among scholars about how those different processes impact each other. And the way I like to think about these is in terms of the mechanisms of influence that each rely on. So I've got these colored dots here to signal to you what theories you need to remember connected to the mechanisms of influence here on this slide. So the first is news media influence. This is the people that we trust because they're elite. They have a position in society that we have been taught is one that we should trust, that we should value. Obviously, different political systems, there's different views of how the media plays out. There's varying levels of trust. But generally, if we're going to pay attention directly to what the news media have said, that influence, the mechanism there is mostly based on their position or the larger institution they're part of. Personal influence, which was that two-step flow spiral of silence idea, that's where we actually start seeing social pressure, social support as being the influence mechanisms at play.
here we pay attention to these people, we take on board the information they share because we have some sort of shared experience with them. We might be worried that they're going to kick us out of the group if we don't also post a voting selfie, right? And so it's a community dynamic that pushes us to pay attention to what they're saying and potentially change our behaviors based on it. And then we have the algorithmic influence. And this is that one that everybody is super concerned about right now. And there's good reason to be worried about algorithmic influence. Most of the time, algorithms are influential because they are very opaque technical systems that we don't understand and that nobody has access to really dig into the details, right? The way the Facebook algorithm works for your timeline is proprietary. That's how they make money. That's part of their main business model. And so we're not going to be able to learn what's in it or how exactly it works. We can get a general sense of how the personalization happens, but we don't know that technical system inside and out. We just trust it because it's the thing that's feeding us the information, and therefore it has an influence over what shows up on our screens and what doesn't. So these three I have explained as distinct, but as I mentioned, I think one of the big problems in this area of research right now, and frankly in policy development and civil society conversations and journalism coverage of all of these issues, is that we're not really thinking about the relationships between these kinds of influence, the way that personal influence may shift when algorithmic influence is layered over, for example. So I want to talk about three cases very briefly that I think really highlight why it is so important to be thinking about these different kinds of influence as layered on top of each other rather than in silos. The first is the idea of echo chambers. So echo chambers is this idea that we end up receiving all kinds of information that confirms our existing beliefs, right? We make choices in that high choice media environment that allow us to see more information that we like and less information that we don't like. And there's this big fear of political polarization that comes along with echo chambers. People worry that, you know, liberals are all going to find liberal stuff and NDP are all going to find NDP stuff and conservatives all conservative stuff. What the research actually shows right now is the bigger concern is people who like politics are going to find all the politics stuff, and people who don't like politics are going to find the cat videos, right? We're not going to end up with a nice, well-informed citizenry because people who want to opt out can easily opt out. So I make that argument in a paper called The Echo Chamber is Overstated that I co-authored with Grant Blank. It was based on a survey of internet users in the UK, but we have since replicated it with data from the US, from Spain, from Poland, from France, and from Italy, and it holds across the board. Don't have Canadian data, but like if it's holding in those 7 different places, probably we can guess that like we're in a similar boat in Canada. So echo chambers get confused with filter bubbles. Filter bubbles are algorithmically driven, and they occur when you end up seeing only information that confirms your existing beliefs because you like and click and share lots of things that are your beliefs. And then the algorithm's like, great, we want you to click on things. Here's more of the things that are similar to what you've clicked before. Hopefully you'll do it again. And so what happens is in policy conversations and in academic conversations, we conflate these ideas because they have similar end results, or at least potentially similar end results. But you can see that one of them is based on the algorithm, Facebook choosing what information shows up for you, and the other is based on the choices you make, whether or not to use Facebook and Twitter and go to CBC and have a podcast on as you go for a walk and incorporate all of these different sources, or whether you choose only a single tool. And so we need to be thinking about the technical side as well as the personal side, as well as the media side, because all 3 of those kinds of influence impact the choices people make. Let's take a second example. We've got misinformation and disinformation. Hot topic right now, tons of funding, lots of people really concerned about mis and disinformation. Mis and disinformation
is usually conceptualized as a technical problem when policymakers are trying to address it and when tech companies are trying to address it. Because what they're saying is the issue is not that people are posting factually incorrect stuff. The issue is that it can get viral spread and way too many people can see it, and that can have a negative impact, right? So anti-vaxxing, for example, or disinformation around the spread of COVID-19. These are topics that people frame the concern about being the viral spread. And it's true that legally it's a lot easier to say you are not entitled to distribute information super widely, even if you are entitled to say it in the first place, right? Like there's a free speech argument that comes up, and it makes it nice and convenient to use the technical frame there. But the thing is, mis and disinformation often spreads within communities first, and so personal influence matters. And mis and disinformation campaigns often are strategically trying to get the attention of journalists so that it can get mainstream news coverage. And so again, there's that interaction and relationship that matters. I'd also point out here, Louise Stahl, who's one of the PhD students I'm supervising, is doing a study of WhatsApp use for political information sharing among family members and other groups in Brazil. And even though she hasn't done her data collection yet, I'm pretty sure she would emphatically agree with me that personal influence matters an awful lot in that flow of information, because instant messaging tools are personal by design, right? The whole goal is to connect with small groups rather than those big, huge, large ones. And then the last example I'll give is of online harassment. So here, there are typically three kinds of responses that people give to how do we cope with lots of toxicity and terribleness on social media. The first is tech companies need to make better tools for us. We need to have better mute, better block, better flagging, maybe even automated approaches to taking content down. The second is government needs to make it financially desirable for tech companies to do that by having like fines, for example. And the third is we need to make it normatively unacceptable to say really nasty things to each other. And that last one absolutely relies on a sense of community and that idea of social pressure and social support. But very few conversations are trying to understand the way personal influence impacts online harassment responses and policy changes, because it is a difficult thing to try and understand and measure, and certainly difficult to govern. If you are a political party, it's not ideal to be like, I'm going to determine what you can and can't say to your friends. It's difficult, but we also need it to understand how information is actually flowing through our political systems. So just to finish up, I wanted to flag this study that I did with Sarah Manayan, Ariane Paquette-Labelle, and Simon Baudry. So Simon Baudry, many of you know, he is a part-time professor that works with many of us. And Sarah and Ariane are actually two graduates of our undergraduate program. They each did directed studies with me when they were undergrads here on separate topics, but there was overlap. And so we turned it into this journal article, which is available open access. And I would encourage you all to go take a look at it. The kind of headline finding is that people who are opinion leaders, so they like to share political information that they find, and people who are political seekers who like to collect political information, even if they don't want to share it, they are both pretty good at avoiding echo chambers and avoiding disinformation. And it's the people who do neither that really are in trouble. And so that fits back in with this idea that I mentioned about why echo chambers are different from filter bubbles. We also used this study to, in our discussion, make suggestions about what tech companies could do to better respond to disinformation on their platforms. So we used the ideas of personal influence to make suggestions for technical influential structures to change.
And last but not least, I mentioned that podcast that I created. Wonks and War Rooms was created as a learning resource for my political communication class last term, and students really liked it. So now I have made it available everywhere. You can find it on Apple Podcasts, on Google Podcasts, on Spotify, wherever you find your podcasts. You know, go like, subscribe, share it with all your friends. It's a really fun and I hope engaging way to explain political communication theory because I explain a single concept every episode to a practitioner like a journalist or a political staffer. And then we talk about the ways it does work and all of the ways it completely fails when you're out in the applied setting. All right, thank you so much for your time. I'm looking forward to questions. Thank you very much, Professor Dubois. Especially interesting and timely. I was thinking about what recently happened in Australia with Facebook in light of your research. Really interesting. And I will be using your podcast with my graduate students at Telfer. Really, really interesting. So thank you for that. If you haven't seen in the chat, I've indicated that we are going to stay on if you have time for an extra 15 minutes, just because so many interesting things going on in both of those presentations. So you have the chat, of course, if you'd like to enter questions there. And Jennifer, I don't know if anyone sent questions ahead of time or not, but as the moderator, I would like to just take time to ask one question of you, Martine, because we talk a lot about culture and communication and how they are inextricably linked. And I was just wondering if any of the research, Indigenous elders came up in any of the material that you looked at, just because, as you know, in those communities, elders, of course, are not seen as vulnerable, but in fact as pillars of strength. And then we'll have our questions come through. Thank you, everyone. Thank you, Valerie. It's a very interesting and important and relevant question. When we talk about representations of aging, everything is, it's a cultural representation, as you said. L'âge est socialement construit, la notion de vieillesse est socialement construite. So talking about aging among Indigenous communities and talking about aging in terms of non-Indigenous communities seems to be like two different completely scheme of thinking. In the research that we've conducted, I must say that there was very, if none at all, articles focus on Indigenous elders, which is kind of disappointing because actually in terms of ways to counteract and combat ageism, I think that Indigenous people have a lot to teach us. The way aging is represented among Indigenous communities is way more positive than it is within the North American culture per se. So, yeah. I think you're muted. Yeah. Pardon, Radames, j'ai vu que vous avez une question. Oui, s'il vous plaît. Professeur Lagacé, merci beaucoup pour votre intéressante présentation. Je suis désolé, je ne parle pas français, so I'm going to ask my question in English, if you don't mind. So my question is, I know that your research focused on the French newspapers, but then do we have any comparison with the English newspapers? It's a very good question. And then I also have a quick question to Professor Dubois. Thank you very much. And the reason I'm asking this question, because I'm aware of the Egyptian Canadian Coptic community, for example, and they're a political savvy group, but then they just followed the priest. What the priest in the church said, they took it and they put it on, so it's the other way around. So they posted on their social media, and this is how they politically get themselves involved. So, so my question is, do we have any data on ethnic immigrant minorities in Canada, or are the data from your research are valid on them, or it's mainly about white Canadian communities? And thank you. Should my answer will be very quick, Radames. What we've presented today is the results of the analysis that's focusing on two
French Canadian newspapers, but the whole study comprises 5 newspapers, actually the Globe and Mail, Montreal Gazette, CBC News, La Presse, and Le Devoir. We are in the process of finalizing data analysis. So yes, it does include, so there will be a comparative language component, if we can say so. Yeah. Thank you. Jean-Sébastien, je pense que vous avez une question. Oui, merci Valérie. Professeur Lagacé, merci pour la présentation. Je me sens interpellé. J'enseigne au département en journalisme et je suis également un ancien de Radio-Canada. Je me demandais, pour ce qui est de la suite des choses, est-ce que vous comptez interviewer notamment des journalistes sur la façon dont ils ont pu faire leur travail au début de la crise? Parce qu'un enjeu, et je me reconnaissais un peu dans ce que vous présentiez, c'est qu'on n'avait pas toujours accès aux personnes âgées. Donc, par extension, des fois, on était chanceux, puis un enfant nous contactait et on pouvait, de façon interposée, parler aux gens. Mais les CHSLD au Québec, les centres, les foyers de soins de longue durée en Ontario ont été rapidement fermés, donc on n'avait pas accès aux gens. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte dans votre étude? Bref. En fait, d'abord, je vous remercie pour votre question. Et il est vrai, et je pense qu'il faut nuancer le propos, que les journalistes n'ont pas eu accès, notamment au centre de soins de longue durée, puisque c'était en lockdown total. Maintenant, est-ce que... Bon, donc, il n'y a pas eu beaucoup de temps de parole qui leur a été donné parce qu'ils n'ont pas pu parler directement aux personnes âgées. Maintenant, tout le référentiel de la disponibilité a été quand même très, très présent. Mais je prends votre question, une suggestion, parce que dans les prochains mois, ce qu'on va faire, on comptait aller rencontrer des personnes âgées pour leur présenter les résultats et leur demander, est-ce que vous vous reconnaissez dans le discours des médias sur le vieillissement? Mais c'est certainement une suggestion que de partager les résultats avec les journalistes et voir si ça résonne dans leur façon de couvrir tout ce qui touche au vieillissement et aux aînés. Merci beaucoup de la suggestion. De rien. Et c'était un peu dans cet esprit-là parce que très brièvement, on a eu des discussions même avec certains patrons qui étaient très frileux quand on disait, on doit aller parler, par exemple, on a eu la même situation avec les nouveaux arrivants et les réfugiés. Puis des patrons, mais non, on ne veut pas vous envoyer sur le terrain. Donc, par extension, on parlait surtout aux gens privilégiés comme les gens d'affaires, des universitaires, des étudiants qui avaient accès aux nouvelles technologies pour donner des entrevues Zoom et les personnes âgées. Donc, il y avait un déterminisme technologique qui nous limitait dans notre travail, même ceux et celles d'entre nous qui voulions parler à des gens peut-être en situation plus minoritaire. Donc, je trouve intéressant cette réflexion. Merci beaucoup. Merci. Before we go to the next question, which is in the chat, and thank you, Jennifer Constance, for that, Professor Dubois would like to respond to Radamus's question as well. Thank you, Valerie. Yeah. So Radamus, great question. For me, my specific study, we're still in the kind of theoretical stage of this sort of new approach that I've pitched today, the trying to understand the connections. The particular report that I mentioned on who to trust on social media, that was based on a representative sample of adults in France. And in many of the different kind of policy conversations I'm part of, a big conversation is diaspora communities, which often make use of very specific, particularly instant messaging, but sometimes other social media tools. And so I don't have firsthand data looking at those particular communities, but definitely it's a huge part of the conversation because you're exactly right to point to the different kinds of normative uses and habitual uses people have for interacting with different kinds of political players and for the communication tools that they make use of in their daily lives. And I also just want to quickly mention that Jennifer Constant, who's in the chat, actually helped a lot with the initial framework for this project through the Undergraduate Research Opportunity Program. Any undergrads on the call who haven't done UROP yet, you should consider it. It's a great way to get some research experience with some professors. Thank you very much. So the first question from Jennifer is for you, Professor Lagacé. On the chat, does media discuss how this population is adapting to online life, ordering food online, provincial federal services, connecting with family? And do they maintain the same negative assumptions, or is this not considered at all in the articles? In the articles that we have analyzed up to date, the question did not, it was not really addressed. How are they adapting and how are they adapting to the new online life?
It's actually a very interesting angle that media should be discussing a little bit more. I think I'm going to put my hat of also a volunteer, doing volunteer work in long-term care facilities. It was kind of shocking to me that during this crisis, we realized how much technology should be everywhere in long-term care facilities, everywhere. I mean, every long-term care resident should have an iPad or an iPhone, and it would have changed the whole game because they were completely isolated. That angle was discussed in the media, but not how they could adapt to online, to the new online life, if I can say so. Yeah. Okay, thank you very much. Linda, I saw your hand go up. It's gone down again. I don't know if you still have a question. And if not, we'll go to Meredith's question here in the chat, which is for Elizabeth. I think Jennifer had asked that question to Elizabeth as well. Did you answer, or did Jennifer's question get answered too? Before, it was before mine, I think. Jennifer had two questions, and yours is before her second question. So we'll go to yours first. Okay, sorry. And it is as follows. How do you see the problems? This is for you, Elizabeth. How do you see the problems with how the different media systems information gaining options in the way they lead to polarization? Can we bring people back together? Yeah, so this is a huge set of questions, really. I think the can we bring people back together assumes that they are in fact apart and that it is desirable for them to be together. And so I want to kind of push back on both of those assumptions briefly, because while there's a lot of theory that suggests polarization is scary, and there's a lot of news and politicians who are like, oh my gosh, polarization, it's the worst, the media system's killing us, this is terrible. In Canada, there isn't extreme polarization. And when we do see evidence of people going to partisan extremes, it is not linked to people's media consumption. So there isn't a whole lot about our media system that it seems we could change to change the way that people are or are not becoming more affiliated with political parties. We are seeing that people are connected increasingly to specific political ideas without actually being members of parties, which then complicates it even more in the Canadian context. And that information I'm drawing from the Digital Democracy Project, which was the survey component of that study that I was talking about. So it's important to recognize that data was all collected during an election. And so I would even argue if we reran that survey now, we might not even see the heightened kind of political affiliation or affinity now, because people tend to be less partisan when they're not in an election. So that's one part of it on the Canadian front. The other part of it is another way to frame polarization is sense of community. And we know that sense of community can be really helpful for advancing new needs for different groups that might be marginalized. We know that strong senses of community can be helpful for activism and advocacy, that strong senses of community can help people decide that it's worth their time to contribute to the commons when otherwise they might have just stayed in their own self and focused on individual needs. So I think it's also important to think about the fact that maybe our media system is allowing for a community in a way that is helpful. And so I would say we should reframe the question into how do we ensure that people are using these tools in ways that are positive and, in our case, democratic, rather than try and remove the community effects. Thank you very much, Professor Dubois. You have another question here in the chat. In your opinion, what actor should decide what type of rhetoric constitutes harassment? The platform, government, media experts? And would that choice speak to which influence, personal algorithmic media, is most powerful? Someone who studied with you, I'm sure. Yes, exactly. And as Jennifer knows, this is a difficult question. I'm really glad you asked it, because I think we need to be having more conversations about it. At the end of the day, I go from the citizen's perspective and think, who would I want making choices about what I am and am not allowed to say? And from the Canadian perspective, that feels like government's a good choice.
But if I were a citizen in a non-democratic country, I would feel very differently about that, right? And the way that we have constructed our responses to hate speech, which are much more easily legally enshrined, I think speaks a lot, right? We don't have just the government says you can't say that hate speech is done. We have law enforcement that has to come in, and then there's a court system, and it can go up to the Supreme Court, and it takes a really long time. And that doesn't work very well on social media because things go viral, and then what was a little attack becomes a really big attack and can have lasting impacts on you, regardless of what the Supreme Court ultimately decides, should it take you a decade. So I don't actually have a nice, clear response for you, but I think that part about what does this say in terms of who is the most powerful or what kind of influence is the most powerful, that link there is a really important one. And what we need to recognize is that it's not any one of these, it's actually a collection of them. So even if a technology company were to decide, we're just not going to allow this kind of content, we're going to shut it down, make it technically impossible or very difficult to share really horrible, nasty things, there may still be people who say, okay, well, I will go to a different platform. Some other platform will do this. And I think the deplatforming of Trump in the United States is a really good example of that, where even when platforms decide to wield what is quite intense power, there are other ways to work around it in a hybrid and high choice media system. Thank you very much. The next question is from the chat. It's for you, Professor Lagacé. Your last response made me think of this. After seeing my grandma learn how to use an iPad this year at 87, and subsequently attend the first communication lecture series and her online YWCA fitness classes, have you studied any of these amazing accomplishments, maybe a positive angle of aging that could help change the narrative? And if I could just add that we were speaking to my 90-year-old mother-in-law today, who is in assisted living, who said she really likes it there with the exception of the fact that there are so many old people around. It's interesting, Valerie, because while you were reading the question and you mentioned the age of the person, 87 years old and so on, people started smiling as if it's something that's not, like kind of in the special world. But I fully agree. I think we have to start talking about aging as a process. All of us are aging. It's not a matter of older adults and the other with a capital T, with very positive terms. And it's very interesting because I think I mentioned this at the beginning of my presentation. The World Health Organization, l'OMS, et l'ONU have just launched a report on a global report on ageism. And one of their suggestions to combat ageism is actually to convey positive images of people who can adapt to new technologies, who can go back to school at 80 years old, who can use an iPad, who can create a podcast and so on. I'm just using examples in technologies, but I mean, learning can happen until the day you die. But we are so much focused on the losses of aging and the social and economic costs around aging. This is a cultural constructions of North America that we have to really détruire et rebâtir complètement. But indeed, positive images of aging should be conveyed. But we have to be careful, if I can just, we have to be careful to not inadvertently create intra-generational ageism. Because if you put on a pedestal a 60 or 70 years old because he or she still runs the marathon and swims 20 kilometers a week, what do you say to the 90-year-old who may be in a wheelchair? So you create standards of what I would call successful aging. Actually, there's a theory on this that we don't use anymore. So we want to convey positive images, but realistic images. You know those front images of some of the senior homes? They're not old people, they're young people. So you're defining aging by using youth criteria. It's not really aging. Not sure if I'm explaining myself well, but we have to be realistic that aging it's a process of gains and losses, but losses and gains as well. Yeah. Sure. And speaking to, images, here I live in Ottawa, walking by the senior citizens home with a big sign saying 55 years and up.
which I thought was really interesting. Or even worse, je suis en porte-à-faux contre l'expression résidence pour personnes autonomes. So you're creating you're creating une rupture entre l'autonomie, la semi-autonomie, la perte d'autonomie. And life inside of those places is actually a mirror of, you know, being autonomous, semi-autonomous, and fully autonomous. And we could have a whole debate on what does it mean to be autonomous. En tout cas. Sure. And Radimus is saying here in the chat that his grandmother, who's 83, uses technology more efficiently than he does. We're out of time. This has been so interesting, and thank you very much to both of our guest speakers. And again, to Meredith and Jennifer, this is such a great initiative, a communications department that, quite frankly, is actually communicating internally, which is always a challenge, and really, really terrific. I don't know, Meredith or Jennifer, if you wanted to add anything about, you know, what's coming up in September. I know this is the last sort of iteration until then. Or Isaac might have a better handle. Isaac, are you here still? I think Isaac has signed off for the night. Oh, okay. So yes, this was kind of a pilot. We're hoping that once we're back on campus, that this would be more like a 5 à 7 style, where you could grab a coffee or a beer, and then 2 professors in the department would give, you know, a short lecture, and then there'd be kind of this informal discussion after. So we do have a series of speakers lined up for the fall, and it'll continue to be the last Thursday of each month. I can't remember offhand, but we do have Maria's here. She'll be speaking. We have our new hire in our department who hasn't started yet, Marie, who will also be speaking. And we have 4 other colleagues, including Patrick McCurdy. I believe Sylvie Grosjean is going to speak. And I'm looking at Bertrand. I know he already. Florian is speaking. Florian speaking, and I can't remember, but we're hoping to kind of continue to grow this event to be featuring as well our PhD students, as well as any of our part-time professors in the department who are working on a project, et cetera, with the goal of kind of just promoting what's going on. Today was awesome. It was so great to hear about what Elizabeth and Martin are working on, and I feel really inspired right now to go work on my research. So thank you both. It was excellent. And as from the Student Association perspective, I'd like to say thank you to all of the professors that have taken the time to present their work this semester. So Isaac Nahon-Safati, Meredith Rocky, Kyle Conway, Bertrand Abbas, Martin Lagacé, and Elizabeth Dubois. You've launched this series and really set the standard for what's coming in the fall. J'aimerais aussi souligner les contributions de tous nos modérateurs et modératrices. Alors Jean-Sébastien, Marie qui est en ligne ce soir, Alexander Martel qui a fait notre deuxième, et Valérie Lafta qui a fait notre événement de ce soir, as well as support of Derek Basa, or Basa, my apologies, who is supporting the Strategic Communications Committee with the promotion of these activities. And of course, last but not least, our 2 committees at the department, the Strategic Communications Committee, led by Isaac Nahon-Safati, and the Graduate Studies Committee under the tutelage, that's the right word, Professor Sylvie Grosjean, for all of their support for these events. As a graduate student working on finishing off their dissertation, it's inspiring to see where our research can go.